Grave. Bon, chaud pas. Shalom, bonsoir à tous. Au nom de l'association HEC Israël, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie pour votre présence. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour s'interroger sur Israël en tant que Startup Nation. De la clé USB à l'épilatoire électrique, des tomates cerises à l'irrigation au compte-gouttes, les innovations israéliennes nous servent chaque jour. Si Wise et Viber font partie des startups israéliennes les plus connues du grand public, des milliers d'entreprises innovantes ne cessent de se développer en Israël. En effet, relativement à sa population, Israël crée plus de startups que n'importe quel autre pays et possède l'industrie de venture capital la plus importante du monde. Nombre de grands groupes américains, tels que Google, Yahoo, Intel ou Microsoft, ont installé des laboratoires de recherche et développement à Haïfa ou Tel Aviv. Comment se fait-il qu'un si petit pays, plongé dans un état de guerre constante depuis sa création et dépourvu de ressources naturelles, produise plus de startups que les grandes puissances stables et pacifiées que sont le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée, le Canada, la France ou encore l'Angleterre? Et surtout, que pouvons-nous en déduire, nous Français ou autres entrepreneurs non israéliens? Ce modèle est-il adaptable? Y a-t-il de la place et des opportunités entrepreneuriales pour les étrangers en Israël? Pour répondre à ces questions, HEC Israël a l'honneur de recevoir deux intervenants de taille. Tout d'abord, Daniel Rouache, président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, professeur à l'Université de Tel Aviv et à l'ESCP, consultant en transfert de technologie et intelligence économique et auteur de plusieurs ouvrages sur l'intelligence économique et l'économie israélienne. Cher monsieur Rouache, merci pour votre présence. Vous pouvez l'applaudir. Et enfin, Stéphane Comte, directeur commercial Europe, Moyen-Orient, Afrique de Yadwire et ancien étudiant du Technion. Yadwire est une start-up créée en février 2013 par David Isa et Stéphane Ercott. Ayant déjà levé 1,5 million d'euros, Yadwire compte aujourd'hui une dizaine d'employés. Le cœur de métier de Yadwire est l'injection de contenu par Wi-Fi. Afin de traiter au mieux ces questions, nous allons laisser la parole aux invités avant de continuer sur un jeu de questions-réponses avec le public. La conférence sera divisée en 3 axes. En quoi Israël est une startup nation? Comment expliquer l'avènement d'une telle situation, de cette dynamique innovatrice et entrepreneuriale? Et enfin, dans quelle mesure ce modèle est-il source d'enseignement pour nous Français non israéliens? Afin de mener à bien cette discussion, je confie maintenant la parole à Ephraim. Excellente conférence à tous. Bonsoir tout le monde. Alors pour commencer, j'ai une question assez simple et quelque peu naïve. On entend beaucoup parler de start-up en Israël. N'est-ce pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de grands groupes internationaux et donc il n'y a que des start-up? Le cas échéant, est-ce que vous pouvez à ce moment-là nous dresser un peu une situation aujourd'hui en Israël, où est-ce qu'on en est niveau start-up et pourquoi Israël mérite ou pas ce surnom de Startup Nation? On va peut-être commencer avec vous, monsieur Rouache, si vous voulez. Très bien, merci. Merci de m'avoir invité ce soir. Juste pour corriger, d'autant plus que je dois être enregistré, je suis professeur visitant à l'université de Tel Aviv. Donc je suis en sabbat actuellement et je suis professeur permanent à l'ESCP, puisque vous connaissez très bien l'ESCP Europe. On est installé dans plusieurs villes. C'est vrai qu'Israël est un pays de start-up et le terme Startup Nation, c'est un branding, c'est un nom qui a été inventé par 2 auteurs qui l'ont programmé ces dernières années, qui l'ont lancé. À la surprise générale, ce livre qui s'appelle Startup Nation, qui a été ouvert aux États-Unis, n'a pas été acheté par la communauté juive de New York, les juifs américains ou autres. Le livre est devenu un best-seller et l'un des marchés sur lequel il est le plus vendu, c'est pas obligatoirement aux États-Unis et en Europe. En France, c'est un véritable flop. C'est en Chine. Le livre a été traduit, c'est devenu un best-seller mondial. Il a été repris par les Américains. Ensuite, il a été traduit en langue française. Et le terme est très très bon parce qu'il y a une vraie raison. C'est le vrai business aujourd'hui d'Israël, c'est de vendre des startups. Et c'est un vrai business, comme vous pouvez vendre des tomates, des cerises, ou vous vendez des produits. Et on se rend compte que ces dernières années, les Israéliens vendent tout simplement des startups. Et le meilleur exemple, on en parlera plus tard, pour ma vie familiale, personnelle, j'ai 3 enfants. J'ai un fils qui s'appelle Jonathan, il a fait le Technion et autres. Il a créé, il n'y a pas longtemps, sa société. C'est sorti, au départ on croyait que c'était une histoire de fou. C'est pas une histoire de fou, puisque il est devenu le leader en Israël du Bitcoin.
savez, la monnaie digitale. Et un an après, la valorisation de sa société, donc c'est pas théorique, puisqu'il y a des gens qui mettent 100 000 $ à chaque fois. Un an après, c'est 1,5 million de dollars. Et on espère que dans 2-3 ans, ça sera entre 3 millions à 5 millions de dollars. Donc, il y a des gens qui le poussent en lui disant « vends ta start-up ». C'est un esprit de cinglé. Israël, c'est un pays très particulier, on en parlera. C'est vraiment la Startup Nation, puisque on a partout des expériences de start-up qui sont créées. Il y a des grands groupes industriels, faut pas l'oublier. On a le groupe Teva, qui est un groupe aujourd'hui qui est à l'échelle israélienne énorme. C'est plus de 40 000 personnes. On a le groupe IAI, Israel Aeronautic Industry, qui est un groupe qui tourne autour de 15 000, 20 000 personnes. Vous avez le groupe Elbit. Donc, en fait, on a des sociétés qui ont 10, 15 personnes. Ensuite, on bascule à 50, 100, 150, 300. Ensuite, on se stabilise autour de 1500, 2000. Et effectivement, si on fait une approche comparative avec la France, Israël n'a pas des sociétés aussi importantes que Sodexo, puisque Sodexo a environ plus de 400 000 personnes. En Israël, c'est absolument impensable. Ne serait-ce que le groupe L'Oréal, plus de 60 000 personnes, presque impensable en Israël. Parce que les Israéliens ont des problèmes, des difficultés. Ils ne savent pas très bien gérer les grands groupes managériaux, les empires, les gros empires. Ils savent gérer les startups, les petites entreprises, mais on en parlera, ça fait partie des faiblesses de la Startup Nation. Donc, bonjour à tous. D'abord aussi, merci de m'avoir invité à cette conférence. Monsieur Rouage, donc vous avez bien résumé, je pense, la situation en Israël. Moi, je peux vous donner mon point de vue en tant que développeur commercial d'une start-up israélienne. En effet, la culture israélienne fait qu'il n'y a pas justement de grandes sociétés, de très grands groupes où on retrouve aussi une certaine hiérarchie, parce que tout simplement les Israéliens n'ont pas cette habitude, n'ont pas cette culture, et le seul moyen de percer en Israël, c'est de s'imposer avec de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit énormément de startups émerger, c'est pour ça aussi qu'on voit énormément de reventes de sociétés israéliennes qui ne vont pas chercher spécialement à se développer sur le long terme, sur 10-20 ans, pour fonder des groupes, mais plutôt à revendre leur technologie et à passer à autre chose. Mais si aujourd'hui on vous demande par exemple pourquoi Israël est une startup nation, quels seraient à ce moment-là les chiffres que vous mettrez en avant qui de manière très rapide résument et légitiment un peu ce surnom, parce que tous les pays peuvent se targuer d'avoir des startups qui marchent dans le monde entier, il n'y a pas qu'Israël. Alors voilà, c'est un petit pays, il n'y a pas un grand nombre d'habitants, donc on parle généralement plus de concentration, on prend des chiffres relatifs et non pas absolus. Quels sont les chiffres marquants de l'économie israélienne niveau startup? Bon, il y a un point qui est crucial, c'est les dépenses de recherche et de développement d'Israël. C'est 4,25% du produit intérieur brut. 4,25, alors que la moyenne à l'OCDE, c'est 2,3%. Donc c'est un pays où la recherche est fondamentale, avec une très grande particularité. C'est qu'en Israël, la recherche civile, c'est 81% du total. 81, donc ça veut dire que les entreprises privées font de la recherche en Israël. Ce n'est pas obligatoirement la puissance publique. Les universités, environ 12%, le reste, c'est distribué de manière différente. Mais le cluster israélien, c'est un cluster dans lequel la recherche et développement existe. Et en fait, c'est vrai qu'Israël, quand on fait une approche comparative, la seule comparaison la plus solide en matière de cluster, c'est ce qu'on retrouve sur la Silicon Valley à San Francisco. Il y a quelques années, j'ai publié un livre avec un ami, un auteur qui habite à San Francisco. C'est un document de 350 pages qui s'appelle Creating Regional Wealth in the Innovation Economy. C'est un livre béton sur lequel, avec 15 personnes, nous avons sillonné le monde et on a essayé de se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un cluster? Quels sont les ingrédients clés qui font que quelque chose marque, ce microclimat particulier, qui font à un moment donné, vous avez une terre fertile et vous avez des startups qui naissent.
Et Israël fait partie de cet élément-là. Un cluster est avant tout une proximité. C'est un petit espace. C'est un petit espace géographique avec une très forte concentration d'expérience. Et le miracle israélien, c'est qu'il y a eu à un moment donné un effet de contamination. C'est-à-dire vous avez très souvent une grosse boîte, alors qu'elle vienne d'Israël ou d'ailleurs. Donc vous avez le groupe Microsoft, vous avez Intel, vous avez Google, vous avez une très grosse boîte. Et autour, vous avez des petites boîtes qui naissent et qui s'agglutinent autour de ce grand groupe industriel, qui par elles-mêmes forment à un moment donné un mini cluster. Donc Israël aujourd'hui, un exemple très concret qu'on est en train de vivre de manière impressionnante. Israël dit, la cybersécurité c'est fondamental pour nous. Donc toutes les universités israéliennes, vous avez un alignement, okay, que ce soit Ben Gurion University, Tel Aviv, etc. Ensuite, l'État israélien met sur la table une somme, en général énorme, pour dire on vous donne l'argent, mais vous coopérez. Ensuite, vous avez Tsahal, l'armée israélienne, qui arrive et qui dit nous, on est très intéressés, et tous les gens qui sortent de nos différentes unités peuvent rentrer également dans le civil. Et ensuite, vous avez un effet de masse dans lequel on crée dans un espace précis. L'espace n'existait pas avant. Si vous allez à côté de Be'er-Sheva, vous avez le désert du Negev, et là on dit ici, à Be'er-Sheva, il va y avoir un centre de cybersécurité, on va faire venir les unités d'intelligence d'Israël, on va faire venir les universités, et on va créer un phénomène de clusterisation, c'est-à-dire que les gens pourront changer d'une place vers une autre place, et un point qui est très important en Israël, on sait qui sont les key players, les grandes multinationales mondiales. Et on leur dit, vous arrivez à Be'er-Sheva, on vous donne de l'argent, vous ne payez pas vos impôts pendant des années, mais vous arrivez sur place. Donc au bout d'un moment, il y a un effet d'entraînement dans lequel universités, grandes entreprises, l'État, les universités, tout le monde ensemble, avec un esprit entrepreneurial, font que vous avez tout d'un coup un cluster qui va naître. Et ça s'est produit dans la cybersécurité, ça s'est produit dans le secteur des biotechnologies. Israël est devenu un leader mondial dans le secteur des avions sans pilote, dans le secteur de l'imagerie médicale, dans le secteur de l'irrigation. Donc vous avez cette micro-constellation d'entreprises qui naissent. C'est comme des abeilles avec une ruche, et vous avez un effet de dynamique. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Stéphane ou... Oui, alors moi je vais pas parler statistiques. Ça va être tout simplement qu'Israël, c'est un peu plus de 6 millions, presque 7 millions d'habitants. Et c'est un pays qui va avoir 66 ans. Alors pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que je pense que créer de la valeur ajoutée, créer de l'innovation, des startups, c'est plus facile dans un pays qui est petit, où tout le monde se connaît, enfin c'est pas que tout le monde se connaît, mais voilà, Israël c'est un grand village, j'exagère un peu, donc l'information passe très vite. Et le deuxième point, c'est que Israël est un pays jeune, faut se rappeler qu'il y a encore 30-40 ans, même s'il y avait une industrie agroalimentaire, il n'y avait rien. En Israël, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de matières premières, donc le seul moyen d'aller de l'avant, c'est justement en créant quelque chose, et donc en créant de l'innovation. D'accord, merci. Tu as utilisé le mot de culture, j'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que l'expression qu'on utilise, c'est donc Startup Nation et non pas Startup Economy. Si on utilise le mot de nation, enfin du moins de nation, c'est qu'il y a forcément une dimension culturelle, c'est que derrière il y a une histoire, un peuple. Est-ce que ce phénomène, ce phénomène entrepreneurial, le côté startup, est-ce qu'il est vraiment ancré dans les Israéliens? Si oui, qu'est-ce qui les diffère des Français, puisque nous on est Français, donc si on doit faire une comparaison pour mieux saisir. On entend souvent parler de la chutzpah, cette fameuse arrogance un peu israélienne qui leur permet d'aller de l'avant, de briser les codes. Quelles sont les caractéristiques alors de cette nation start-up? Je dirais les caractéristiques ou les sources. On parlait tout à l'heure de grands groupes et de hiérarchie. Donc, alors, juste pour info, moi je suis franco-israélien. J'ai vécu 15 ans en France, je suis né à Marseille. Après j'ai vécu 16 ans en Israël et je suis arrivé en juin dernier à Paris. Donc je peux bien voir les différences qu'il y a entre le monde, on va dire la France et Israël. Moi ce que je remarque justement en France, c'est un respect
c'est une volonté d'abord d'intégrer des grands groupes et un respect de la hiérarchie. Ce qui n'existe pas en Israël. Ça ne veut pas dire qu'en Israël, quand vous allez intégrer une société, une start-up ou une société un petit peu plus grande, vous n'aurez pas de responsable hiérarchique, mais on parle d'égal à égal avec son boss. Et on est très très autonome, beaucoup plus qu'en France. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Et le second point, c'est que la technologie, être ingénieur, un développeur en Israël, je vais pas dire c'est un honneur, mais c'est très reconnu. Voilà, on peut être médecin, avocat ou ingénieur développeur dans une start-up. Et je pense qu'en France, on n'en est pas encore à ce stade-là. Je peux y aller? Ça va, c'est bon? Avec Edward Kuckerman, donc si vous voulez on peut en parler, qui est Edward Kuckerman, c'est un venture capitaliste en Israël, c'est le fils de Roger Kuckerman, le président du CRIF, et avec Edward on se connaît depuis 1991. Voilà. Et pour sortir ce livre, nous avons sorti ce livre il y a quelques mois, il s'appelle Israël Valley, le bouclier technologique de l'innovation. En fait c'est le répondant du livre Israel Startup Nation. Ça nous a pris 7 ans pour le sortir. 7 ans parce que nous avons eu des crises entre les différents auteurs, mais des crises dures. Roger Kuckerman, à un moment donné, a imposé, en tous les cas le père de Edouard, a imposé à un moment donné un mode de fonctionnement entre les auteurs. Alors les 7 ans, pourquoi? Parce que en fait, lui, Edouard, expliquait la force d'Israël et la capacité entrepreneuriale par l'effet de Tsahal, l'effet de l'armée israélienne. Et moi, je lui disais à chaque fois, calme-toi, l'armée israélienne est l'un des ingrédients du cluster israélien, mais c'est pas tout. Connaissant très bien de manière intime l'Institut Weizmann, les grands chercheurs de l'Institut Weizmann qui aujourd'hui font une des parties des richesses d'Israël, ne sont pas des gens qui ont un itinéraire dans l'armée extraordinaire. On a énormément de lieux dans lesquels Israël a émergé. Mais il y a un phénomène sur lequel Edward Kuckerman et moi-même, dès le départ, lorsque nous avons fait des rencontres, et on a rencontré beaucoup de monde, il y a un élément clé qui est sorti, c'est l'amour pour la science. Et c'est la raison pour laquelle le livre, on l'a appelé le bouclier technologique de l'innovation. Israël, et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans tous les pays au monde. Lorsque dans ce pays, en France, nous sommes en période de crise, bon, on va commencer à rogner sur la recherche et développement, on va commencer à rogner sur l'éducation, on va commencer, certains d'entre vous, vous avez le bonheur d'être ici dans une grande école, mais vous avez des lieux de certaines universités, c'est l'horreur, c'est vraiment le horror show. Les installations sont mauvaises, les centres de documentation n'existent pas, les connexions Internet, etc. En Israël, c'est pas le cas parce que dès le départ, on a mis l'éducation au cœur de la centrale israélienne. Et en fait, on s'est vraiment cassé la tête pour trouver la bonne phrase. On l'a trouvé avec Shimon Peres. Voilà ce qu'il dit. L'ancienne génération avait plus de respect pour la terre que pour la science, mais nous vivons dans une époque où la science, plus que le sol, est devenue un véhicule de croissance et d'abondance. Ne comptez que sur la terre est source d'isolement dans un monde globalisé. Donc Shimon Peres dit de manière extrêmement simple, la science est le cœur d'Israël. Et c'est pas du tout par hasard que l'un des présidents d'Israël a été un grand scientifique de l'Institut Weizmann, qu'on ait proposé à Albert Einstein de devenir le président d'Israël. On sait que l'éducation est un des cœurs central de la nation intelligente, intelligent, smart country. Et un chiffre est là. Donc j'ai fait une approche comparative. Vous m'avez demandé de faire des approches peut-être comparatives entre la France et Israël. Donc j'ai le chiffre. La part de la population active avec diplôme supérieur en France est de 25%. Part de la population active avec diplôme supérieur. En Israël, elle est de 45%. Presque 2 fois plus. Ça veut dire qu'on a une population qui est assez bien éduquée, qui a des diplômes, et dans lequel on va faire des efforts, et c'est quelque chose qui est très très important dans le pays, on va faire des efforts extraordinaires pour pouvoir assurer une transmission
et une éducation qui, à la fin, ont transformé Israël comme un pays. Ça fait partie de la culture, pas spécialement juive, mais la culture israélienne met toujours en avant la notion d'éducation. Et cette notion d'éducation, vous la voyez partout. J'enseigne dans plusieurs universités, Technion, Tel Aviv University, également IDC à Herzliya. Et je vois à chaque fois, les gens me disent, mais comment tu fais, comment ça se passe avec des étudiants israéliens? Eh bien, ça se passe très bien. C'est-à-dire que les Israéliens, quand ils rentrent en salle, alors qu'en général, ils sont très bruyants, très... vous voyez, ils sont sans arrêt avec les iPhones, sans arrêt, beaucoup de bruit. Quand vous êtes en Israël, vous entendez un bourdonnement permanent. Quand vous rentrez dans les salles universitaires, vous avez des codes de conduite qui changent immédiatement. Et là, on a même un respect par rapport au corps professoral. Dans les grandes écoles, vous êtes éduqués pour ça, parce qu'au bout d'un moment, vous avez, certains d'entre vous, une grande partie, vous venez des grandes écoles, les classes préparatoires et autres. Mais là-bas, de manière naturelle, on change, dès qu'on arrive devant l'université, on change le comportement. Et ça, c'est fondamental dans l'approche au savoir. Je pense que l'armée, le service militaire, il joue un rôle. C'est-à-dire ? Le service militaire inculque aux Israéliens justement la discipline et le fait que dans le domaine personnel on fait un petit peu ce qu'on veut et qu'il y a certaines règles à suivre voilà, dans le domaine professionnel, appelons ça comme ça. Donc maintenant qu'on voit un peu mieux en quoi Israël est une startup nation, on aimerait bien développer en fait quelques points qui expliquent comment ça l'est devenu. Donc vous avez évoqué les relations avec l'armée, l'État, les entreprises. En France, on entend souvent parler d'assistanat, notamment comme un frein au dépassement de soi. Est-ce que c'est en Israël, l'État-providence n'est pas aussi développé qu'en France? Est-ce que c'est un point qui joue? Et de même, une autre question sur le même thème. On parle beaucoup de start-up, on parle beaucoup de réussite et très peu d'échecs. Notamment en France, l'échec n'est pas forcément très bien vu. Quelle est la vision de l'échec en Israël, s'il en existe une seule? Vous pouvez commencer, comme vous voulez. Tu peux commencer, hein, ouais. Stéphane. Ouais. Je voudrais surtout rebondir sur la vision de l'échec. En Israël, l'échec, c'est une opportunité pour rebondir, pour continuer. Moi, je voudrais juste parler d'un grand entrepreneur israélien qui s'appelle Yossi Vardi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a été un des fondateurs de ICQ. J'espère que vous en avez entendu parler aussi. C'est un entrepreneur qui a eu, je crois qu'il a monté à peu près 80 startups. En tout cas, il a participé à 80 startups et il a eu, je pense, plus de la moitié. En tout cas, dans la moitié des cas, il y a eu un échec. Et donc, lui, ce qu'il essaie d'inculquer justement en Israël, c'est qu'une startup, ça a 80% de chances, en tout cas 20% de chances de réussir. Et que c'est comme ça, c'est la loi du marché. Et voilà. Alors qu'en France, justement, quand on monte une société, quand on monte une start-up, il ne faut surtout pas se planter parce qu'après on ne pourra pas rebondir, parce qu'après on ne pourra pas avoir de prêt, etc., etc. En ce qui me concerne, chaque fois que vous me voyez en conférence, vous allez toujours me revoir avec quelque chose dans la poche. Je l'ai toujours avec moi. Hein. C'est cette capsule endoscopique. Voilà. C'est la capsule endoscopique de Given Imaging. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai presque un kilo, donc vous voyez. C'est une capsule que vous avalez avec une caméra à l'intérieur. Okay, et pourquoi moi-même ça me fascine? Parce qu'en fait, c'est tout Israël qui est dedans. C'est un gars qui n'y connaît rien, mais rien au domaine médical, qui travaille dans une entreprise qui est dans le nord d'Israël qui s'appelle Raphaël, c'est dans le domaine des missiles. Il va travailler sur la tête du missile et dans sa tête il se dit c'est incroyable ce que je fais. Alors peut-être c'est moi qui traduis parce que je l'ai rencontré. Il n'a jamais dit de manière explicite, il dit finalement un missile c'est fait pour tuer, mais peut-être comment faire quelque chose pour faire vivre. Et il rencontre un médecin, dans sa tête c'était dans sa tête depuis longtemps. Il avait vu un film, vous voyez, magnifique, vous voyez ces films extraordinaires où on imagine un monde futur. Et donc il rencontre ce médecin, il est en année sabbatique à Boston, et ensemble, ils vont travailler sur un concept dans lequel on avale la capsule endoscopique, elle va filmer à l'intérieur du corps,
Et ensuite, on va développer un produit médical. On se rend compte que cette capsule endoscopique, aujourd'hui, c'est des millions de capsules qui ont été vendues dans le monde. Et la chose qui est fascinante, c'est un transfert de technologie du militaire vers le civil. Et là, vous le retrouvez très très souvent en Israël, des gens qui étaient à l'armée et qui se disent « Tiens, j'ai fait ça, je peux l'appliquer dans le civil ». C'est un produit dans le domaine médical. L'instrumentation médicale est devenue l'un des grands secteurs israéliens par excellence, puisqu'on a un nombre de médecins extraordinaire. Et les médecins israéliens gagnent très peu leur vie, pour certains. D'autres gagnent beaucoup d'argent dans certains centres privés. Donc ils se disent, tiens, je vais inventer quelque chose. Et donc cette capsule endoscopique est l'un des symboles parce que la boîte a été vendue, elle s'appelle Given Imaging. Elle a été vendue récemment à des Irlandais, avec une somme qui frôle à peu près 1 milliard de dollars. Cette boîte a eu des difficultés de management. C'est également le problème israélien, c'est que le pays est petit. Le marché local, c'est juste un marché d'essai. Et si on veut conquérir les États-Unis, si on veut conquérir les grands marchés mondiaux, il faut avoir une capacité de marketing hors du commun. Ensuite, il faut investir des sommes énormes en matière de recherche et développement. Les Israéliens l'ont pas. Donc en fait, Israël est devenu et se vend vraiment comme un pays, comme un centre de laboratoire pour les entreprises du monde entier. Aussi simple que ça. Nous sommes un laboratoire de recherche et développement. Venez chez nous, mettez de l'argent, nous allons le développer avec vous et ensuite on va développer en commun peut-être d'autres marchés, d'autres technologies, d'autres savoir-faire. Et actuellement, donc, Given Imaging est en train de développer un robot qu'on va avaler pour faire des opérations à l'intérieur du corps. Ils sont en train de créer la miniaturisation de ce produit. Le produit, quand vous le touchez, il est en plastique. Donc, ils sont en train d'inventer un nouveau produit qui se dissout au bout de quelques heures à l'intérieur du corps. Donc, the sky is the limit, the imagination is the limit. Et la boîte, c'est l'une des caractéristiques. Et je pense que c'est très révélateur d'Israël. On fait confiance aux jeunes. C'est-à-dire la maladie d'Israël, c'est, je dirais la bonne maladie, c'est que des jeunes qui prennent des initiatives, on leur fait confiance. Ils peuvent gérer des budgets énormes. Et dans les boîtes israéliennes, l'esprit start-up, c'est un esprit entrepreneurial dans lequel on ne dit pas non. Finalement, on fait le just do it, on verra ensemble. Et on va amener des hommes d'expérience autour pour aider le jeune à bien construire son projet. Donc c'est un modèle qui devient de plus en plus évident, avec beaucoup de gens qui, bon, le gars qui a inventé ça, il a été viré de sa boîte. Si vous avez eu des cours d'innovation, d'entrepreneuriat, l'inventeur est toujours viré à un moment donné de sa boîte. C'est des managers qui reprennent la boîte. Et la seule chose qu'il ait fait, c'est qu'il a monté une boîte juste après. Et donc ça fait partie également, en Israël, vous avez beaucoup de gens, tu parlais d'un Israélien qui est un grand gourou, mais il y en a plusieurs qui sont des serial inventors. Donc ils mettent une boîte, ils vendent leur boîte, et hop, ils reprennent l'argent, et ils recréent une boîte. Et on les voit, l'un des grands créateurs c'est une société qui s'appelle RAD, il s'appelle Zohar Zissapel. Il a inventé peut-être une 50aine de start-up et il n'arrête jamais. Maintenant, il a plus de 70 ans, il arrive avec des sandales dans son boulot tous les matins. Il est multimilliardaire, personne ne peut s'imaginer que ce gars est aussi riche que les plus grandes fortunes françaises. Et tous les matins, il passe du start-up, il crée des nouvelles start-up et c'est assez impressionnant de le voir dans les différents domaines. Donc c'est une culture locale sur laquelle rien n'est interdit. On n'a pas peur de se prendre une claque. Et Israël est un pays très difficile. Je peux en parler si ça vous intéresse. Pourquoi je dis c'est très difficile, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Mais à la fin, il y a ce courage et il y a cette résilience, parce que toutes les familles sont derrière les jeunes qui veulent créer leur boîte. Et donc il y a une aide locale, il y a une solidarité face aux entrepreneurs, ce qui n'existe pas toujours lorsqu'on sort d'Israël. On va continuer donc justement sur ce point-là. Est-ce qu'on peut réellement dire que le manque finalement de protection sociale en Israël qui est clair et réel, il y a un vrai manque, est-ce que finalement ça pousse les jeunes à entreprendre, ou ce n'est qu'une fine couche de la population, à savoir des jeunes bien éduqués avec certains moyens et des familles derrière qui peuvent lancer leur start-up? Est-ce qu'ils ont vraiment rien à perdre et donc ils le font tous, ou est-ce que ça concerne qu'une partie infime des jeunes?
J'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Non, je pense pas que ça soit le manque d'assistanat, je dirais, en Israël. Je pense que c'est très culturel. C'est pas de l'entrepreneuriat pour survivre. C'est de l'entrepreneuriat pour vivre et se développer. On va pas entreprendre, on va pas monter une société juste parce que on peut pas toucher le chômage ou parce qu'on n'a pas de boulot. C'est pas du tout la culture. Alors on a des exemples. Bon, l'exemple sur lequel ça s'est passé par la négative, c'est-à-dire pour survivre, il fallait créer sa start-up ou sa boîte. On l'a dans le domaine de l'aéronautique. À un moment donné, dans les grands projets israéliens autour de Haïfa, dans le nord d'Israël, à une centaine de kilomètres de Tel Aviv, nous avons toute une industrie aéronautique et spatiale. Et les gens qui travaillaient chez IAI étaient en train de travailler sur d'énormes projets un avion israélien vraiment qui allait conquérir le monde. Pour des raisons qui sont très très solides, les Américains ont interdit aux Israéliens de développer un avion de combat. Aussi simple que ça. Vous développez votre avion de combat, vous recevez 3 milliards d'aides par an, ben on va vous couper l'aide. C'est simple. Donc le gouvernement, est-ce que vous pouvez vous permettre, et c'était il y a longtemps, hein, 3 milliards de dollars, ça représentait quelque chose de très important en Israël. Aujourd'hui, 3 milliards de dollars, c'est beaucoup moins parce que le pays a grandi, etc. Et donc, du jour au lendemain, vous avez des hordes d'ingénieurs qui fermaient la porte et partaient. Donc, ils ont été obligés de créer leur propre boîte. Et ce qu'ils ont trouvé de plus simple, c'est de rentrer, de monter par groupe de 2, de 3, en disant, voilà, on va créer notre boîte. On les a aidés. Et le gouvernement a créé des incubateurs de start-up. C'est l'une des spécialités israéliennes. On pourra en parler, puisque qu'est-ce qui peut intéresser en la France de l'expérience israélienne? C'est cette notion d'incubation, de création d'incubateurs. Il y en a 26 en Israël. Et donc, par l'échec d'un projet aéronautique, sont nées énormément d'entreprises israéliennes dans le domaine du spatial, dans le domaine de l'aéronautique. Et Israël est vraiment, vraiment, sans exagérer, le leader mondial des avions sans pilote. Au départ, les avions sans pilote, c'était des avions militaires. Vous aviez des très grosses boîtes qui sont derrière. Et aujourd'hui, un avion sans pilote peut être utilisé pour contrôler les feux de forêt, contrôler les frontières. Et vous avez des applications de micro-drones. Donc là, il y a toute une micro-industrie qui s'est créée autour des drones qui sont nés de cet accident industriel parce qu'ils ne voulaient pas quitter le pays, parce qu'ils voulaient rester sur place. Le gouvernement a saupoudré un peu d'argent pour les sauver de la situation. En Israël, vous n'avez pas un job, au bout de 6 mois, vous devez trouver un job. Donc si vous n'avez pas d'autre option, McDonald's est présent. Donc les gens, ça c'est un truc extraordinaire. Vous baladez sur les bords d'Israël et vous allez, par exemple, vous êtes à Tel Aviv, vous allez vers le sud, c'est 18 km. L'une des plus belles plages, la plus sauvage, c'est une plage qui s'appelle Palmachim. Et vous avez sur la route, donc le vendredi, samedi, plein de jeunes qui ont ouvert leur petit stand en vendant des pitotes, en vendant des jus d'orange, n'importe quoi. Ça paraît totalement aberrant, mais quand vous réfléchissez bien, vous voyez que tous ces gens-là créent leur petite boîte et ensuite ils se solidifient, etc. Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu leur job, ils vont créer et ils ont ambition, ils savent qu'ils sont là de manière temporaire. Donc ils trouvent une solution par eux-mêmes. L'État ne va pas les aider. Jamais en Israël vous entendez quelqu'un dire l'État va m'aider, l'État va me sauver. C'est pas du tout. Au contraire, on dit leave me alone, laissez-moi tranquille, laissez-nous tranquilles, laissons-nous développer ce qu'on doit développer. Surtout, ne créez pas des barrières au développement, à notre propre développement. Et donc, c'est une culture qui est d'un côté très positive, mais qui a créé le malheur de milliers d'Israéliens. Parce que tout le monde n'a pas la capacité d'être autonome, de se développer seul, n'a pas l'éducation qu'il faut, etc. Et vous avez des poches de pauvreté qui sont créées en Israël, qui vivent à des années-lumière de ce qui se passe dans les plus beaux centres technologiques israéliens dans lesquels l'argent coule à flot. Très bien.
Des idées, c'est bien. L'innovation, c'est bien, mais sans argent, on ne fait rien. Et comme vous l'avez dit, il y a des, notamment pour les startups qui veulent se développer à l'étranger ou devenir un peu plus grosses, il n'y a pas d'argent en Israël, ils vont voir l'extérieur. Alors pour ce qui est des startups et de l'industrie, donc du venture capital, d'où viennent les fonds? Est-ce que ce sont des fonds israéliens? Est-ce que ce sont des fonds américains, européens ou autres? Est-ce que c'est de la constamment, enfin quel est le pourcentage de love money? Est-ce qu'il est plus représentatif qu'ailleurs? Voilà. Je sais, monsieur Roach. Après, tu pourras peut-être parler de l'expérience de Yadwire pour donner un exemple plus concret. Oui. En fait, on a... j'en ai pas parlé jusqu'à présent, parce qu'en fait, souvent, je suis avec Eddy en présentation de notre ouvrage, et Edward Kuckerman parle du venture capital. Bon. Israël a une véritable industrie de venture capital. Une industrie dans laquelle vous avez une idée, vous êtes dans le groupe HEC, vous avez envie de développer votre idée, vous n'avez vraiment pas beaucoup de difficultés pour rencontrer quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Alors maintenant, les choses ont changé ces dernières années en France. Il y a des aides qui existent. Mais en Israël, depuis maintenant très longtemps, le gouvernement israélien avait créé un fonds énorme. Ce fonds énorme, c'est un fonds de capital risque. Et ensuite, qui a amorcé la pompe du capital risque israélien. Aujourd'hui, vous avez des dizaines d'entreprises israéliennes qui distribuent des fonds en matière de venture capital. Le secret, c'est pas Israël. Il faut le trouver sur San Francisco. En fait, à San Francisco, vous avez une rue des venture capitalistes dans lequel leur expérience a été transférée aux Israéliens et les deux travaillent au diapason. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de composants du venture capital américain. La culture américaine s'est transférée en Israël et vice-versa. Et vous avez des véritables fonds pour créer l'amorçage de start-up et prendre des véritables risques. Un point sur lequel on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est les Juifs. C'est la diaspora. Soyons très clairs. Déjà, les universités israéliennes, aujourd'hui, récoltent des fonds qui sont colossaux pour développer des campus extraordinaires. Le groupe HEC est très fier d'avoir une fondation HEC dans laquelle les anciens d'HEC mettent de l'argent. En Israël, depuis très longtemps, et il faut savoir que le Technion de Haïfa a touché déjà, c'était il y a 3 ans, 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars de donations, sans aucune contrepartie, si ce n'est, voilà, vous mettez mon nom sur le bâtiment. Donc il y a le bâtiment de Monsieur Taub, il y a le bâtiment de Madame Taub, parce qu'ils ont divorcé, et quand vous baladez à l'université de Tel Aviv, c'est très rigolo, quand vous baladez dans les universités, vous pouvez vous amuser, moi je l'ai fait, j'ai pris des photos, j'ai même fait un reportage, et vous avez chaque plaque, moi je suis au 3e étage d'un immeuble qui s'appelle le Dan David, le type qui a donné l'argent, il a dû banquer 10 millions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez, 10 millions de dollars en pure donation pour avoir au 3e étage, devant l'ascenseur, personne ne fait attention à sa plaque, mais le gars, il a mis 10 millions de dollars. Donc c'est un transfert d'argent et un transfert de donation qui est quasi exceptionnel, qui est pratiquement industrialisé. Beaucoup de juifs meurent dans le monde, il y a 15 millions de juifs, ou un peu plus. Beaucoup de donations qui arrivent tout simplement par le testament. On n'a rien à faire. Ça, c'est un point important sur lequel beaucoup de gens l'oublient. Alors, il n'y a pas que les diasporas juives. Quand vous allez en Pologne, vous avez des Polonais qui sont partis, qui est également la diaspora polonaise. Inde aide la Pologne. Il y a d'autres pays, les Indiens le font également. Mais pour Israël, ça a été un transfert de fonds extraordinaire en matière de financement, et c'est de l'argent pur et dur. Et il y a surtout les réseaux. Israël est présent au Nasdaq. Pour être présent au Nasdaq, il ne suffit pas de dire je vais être présent au Nasdaq, il faut savoir comment faire, il faut savoir comment monter le dossier, il faut avoir les réseaux. Donc les réseaux existent entre Tel Aviv et New York. Ils existent, c'est naturel, les gens vont à New York, il y a des relations directes. Donc il y a un effet d'expérience et un effet réseau. D'ailleurs, si vous êtes français, le seul endroit au monde, vraiment au monde, où vous pouvez en quelques jours avoir une aide extraordinaire en matière d'entrepreneuriat, d'avoir un coup de main, d'avoir de l'aide, de trouver un job, et qui est très similaire à ce que font les Israéliens, c'est la Silicon Valley sur San Francisco.
Vous avez plus de 150 000 Français qui sont là, un caractère très accueillant, c'est pas un caractère d'expatriés, etc. Donc il y a une culture d'aide, d'entraide et de financement d'opérations qui sont là pour pousser l'évolution d'un État, l'État d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que moi je vois tous les jours et que je ressens de manière permanente en matière de financement. D'un côté, c'est business, et d'un autre côté, c'est la philanthropie à très haut niveau. Stéphane, si tu peux nous en dire plus sur ton expérience personnelle. Oui, alors nous on a un parcours un petit peu atypique. Je pense qu'il s'inscrit dans justement les investissements de serial entrepreneurs qui vont monter une, deux, plusieurs sociétés qui vont réinvestir après dans de nouvelles aventures. Donc il y a Dwyer, en fait c'est une société qui a été fondée par David Zisa, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce même David Zisa a fondé Netineo il y a quelques années. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Moteur de recherche vidéo. Et donc en fait l'investissement dans Dwyer est venu de David Zisa qui a revendu ses parts de Netineo et qui a investi dans Dwyer. Voilà. On a beaucoup parlé d'Israël jusqu'ici, maintenant on va un peu plus parler de nous, des étudiants, des Français de la France. Premièrement, un modèle n'est pas réplicable tel quel, mais quels enseignements on pourrait tirer, nous, Français, d'un point de vue, à la fois à l'échelle nationale, qu'est-ce que l'État français pourrait faire, qu'est-ce que les universités françaises pourraient faire en s'inspirant d'Israël pour propulser un peu les startups en France, et également, d'un point de vue individuel, quels sont les efforts, les démarches à faire pour nous, étudiants français, voilà, entre de 20 et 30 ans. Là, il y a déjà un point qui est très fort en Israël, c'est la création des incubateurs. Donc vous avez ici à HEC un incubateur de start-up. Moi, je l'avais importé à l'ESCP. En fait, on a à peu près 250 mètres, 300 mètres carrés au 81 avenue de la République, 250 mètres carrés. Le modèle qui a été créé, c'est copier-coller de ce que j'avais vu en Israël, quand on l'a créé il y a X années. Et donc le modèle de l'incubation, il est très simple. C'est que c'est une très bonne collégialité entre les startups, un état d'esprit de style californien où les gens échangent en permanence, ils peuvent coopérer, ils peuvent être concurrents. Il y a une dotation qui est faite au début de la rentrée dans l'incubateur en Israël, c'est-à-dire on donne $200 000 ou $300 000, et les gars qui rentrent dans l'incubateur, les équipes, ne vont pas perdre leur temps à chercher de prix, du meilleur idée de l'année, etc. Ils bossent comme des fous. Ils sont intégrés dans un incubateur, c'est des startups, et il y a, et c'est là l'un des clés du succès, vous avez le patron de l'incubateur qui est impliqué dans le succès des startups qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire c'est pas un administrateur d'un espace géographique où des gens vont partager des services. Il est totalement intégré, il vit corps et âme avec les boîtes qui sont à l'intérieur. C'est lui qui va leur ouvrir des contacts extérieurs, c'est lui qui amène des gens, il est payé presque au pourcentage de réussite. Et cet élément-là est un élément extrêmement dynamisant. Israël, à un moment donné, a accueilli plus d'1 million de Russes. On ne savait pas quoi faire de tous ces Russes, parce que certains des Russes étaient des sommités en matière de sciences, de technologie. On a créé 26 incubateurs, on a mis une priorité sur les scientifiques russes, ensuite on a pris des Israéliens du pays, et cette forme d'incubation dans laquelle on met des gens qui ont une très très grande diversité de cultures, d'échanges, collaborent ensemble, est de plus en plus étudiée, de plus en plus copiée. Et la ville de Paris a exploré en long, en large et en travers. Le responsable s'appelle Monsieur Messika. Il est allé en Israël, il a étudié le modèle, et ensuite ils ont fait des dotations, et une partie des incubateurs qui sont créés dans la région parisienne sont basés sur ce modèle. C'est un modèle très dynamique qui évolue au fur et à mesure du temps. La grande capacité de l'incubation à l'israélienne, c'est quand il y a un modèle qui existe, ça ne devient pas un modèle bureaucratique avec des contrôles tous les 4 matins sur ce qui se passe. C'est un modèle qui évolue avec l'environnement, évolue avec la start-up, et qui est basé sur tout le succès d'une start-up dans un incubateur est bâti au fait, et lié au fait qu'il y a à la sortie de l'incubateur
un venture capitaliste qui va financer le next step, le prochain développement de cette start-up. Nous avons écrit un livre, si ça vous intéresse, avec le groupe Arthur D. Little, qui a un groupe de conseil qui s'appelle Incubators of the World. C'est un livre sur l'incubation. On avait fait le tour du monde des incubateurs. On a publié, c'est un livre de 250 pages. À l'intérieur, vous avez les Suisses, vous avez les Français, vous avez les Allemands, vous avez les Américains et vous avez les Israéliens. On a fait une approche comparative qui est intéressante. Le professeur Marouani du groupe HEC a été fasciné par une expérience. On va dans le nord du pays, on va à côté de Haïfa, on rentre dans un incubateur. C'est un incubateur israélo-arabe, c'est-à-dire juifs et arabes dans les mêmes locaux. Souvent, ils sont séparés par des villes arabes, la ville juive, etc. Et là, dans l'incubateur, ce sont des équipes de cultures totalement différentes qui travaillent ensemble dans cet incubateur. Et Laurent Marouani était fasciné parce qu'il disait ça serait intéressant dans les grandes banlieues françaises de créer des incubateurs où on ferait un mixte de cultures. Et dans ces environnements qui sont parfois très difficiles, on pourrait développer des modèles qui sont des modèles beaucoup plus conviviaux et qui permettent à la fin de sortir des très belles aventures. Stéphane, comme tu as travaillé dans les deux pays, est-ce qu'il y a des conseils qui reviennent tout le temps que tu donnes généralement aux Français avec lesquels tu travailles aujourd'hui, que tu as tiré de ton expérience israélienne? De jeunes entrepreneurs. Bon, je reviens toujours sur le sujet culturel, mais c'est le pragmatisme. C'est just do it. Voilà, moi j'ai des amis, j'ai fait l'armée en tant qu'ingénieur dans le domaine des télécommunications. J'ai un ami qui était, je dirais, simple technicien dans notre unité, qui a eu une idée qui était assez simple. Il a monté une première société avec d'autres amis de cette même unité, qui n'a pas très bien marché au début. Et lui, il a juste tenu le coup. Il avait quelques idées en tête. Il est allé au bout de ses idées. Et il a revendu sa société. Alors, je me rappelle plus le nom, je suis désolé, mais il a revendu cette société à $300 millions à Cisco, si je me rappelle bien. Et je pense justement que, alors je dis pas qu'il faut pas se poser de questions, au contraire, mais à un moment, quand on a une idée, qu'on y croit et qu'elle nous plaît, parce que c'est aussi très important, je pense qu'il faut tenter le coup et de toutes les manières, que ce soit cette idée ou une autre, à un moment ça marchera. Ça j'en suis convaincu. Là, il y a une aventure en sens inverse. C'est-à-dire que peut-être les Israéliens peuvent apporter aux Français, mais il y a les Français qui peuvent apporter aux Israéliens. Et actuellement, il y a deux aventures industrielles qui sont fascinantes. Et je suis sûr qu'un jour, il y aura des case studies autour de ça. C'est d'abord Michael Golan, qui s'appelle Michael Boukobza Golan. Il a changé de nom en allant en Israël. Il a créé sa boîte. Il est arrivé sur place, il a appris l'hébreu. Pendant plusieurs mois, il a fait que ça. Il a fait ce qu'on appelle en hébreu l'ulpan, il a appris l'hébreu. Et un an après, Michael Golan a révolutionné, une véritable révolution, en introduisant en Israël Free, le modèle de Free. La chose qui est intraduisible, parce que c'est quand on est sur place qu'on le voit, c'est que quand Michael Golan arrive là-bas sur place, vous voyez un jeune gars autour de la trentaine, toujours habillé de la même manière, toujours souriant, etc. À la télévision, il y a même des émissions, il y a des émissions satiriques autour de Michael Golan, parce qu'avec son accent, avec le côté français, etc. Et il arrive et il dit « Je vais casser les monopoles ». Vous voyez un jeune gars d'une trentaine avec un culot monstrueux, plus monstrueux que les Israéliens. Et en fait, il faut savoir que Michael Golan, aidé par quelques très hauts fonctionnaires israéliens, dont un qui certainement va avoir entre 12 à 14 sièges à la Knesset, c'est lui qui va emporter la mise pour la prochaine Knesset, il s'appelle Kachalon. Michael Golan casse le monopole, détruit en passant l'une des plus grandes fortunes d'Israël, qui est tombée en faillite. Donc le gars a été obligé de vendre ses biens. Aujourd'hui, on sait maintenant qu'il va terminer une partie de sa vie en prison. Michael Golan, Michael Golan, c'est une expérience. Il a cassé un monopole, mais vraiment cassé un monopole. Vous imaginez pas. Vous avez une tour qui est Electra, il a 3 étages, le nom ne figure pas à l'extérieur. Juste au-dessus, ses grands amis, c'est Google.
Donc tous les gars de Google sont en haut, des liaisons permanentes, et un gars qui réussit. Deuxième expérience, et là vous la vivez ici en France, c'est que l'un des plus grands faiseurs et qui a révolutionné Israël, la télévision et autres, c'est Drahi, qui vient juste de racheter SFR. Drahi arrive, il prend des gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire que des gens qui ont fait les grandes écoles, machin, il a pris une élite avec lui, et j'exagère pas, je les connais un à un. Il a pris une équipe de financiers, une équipe de marketing, une équipe d'experts, il s'est entouré des meilleurs spécialistes, il avait une stratégie. Il arrive en Israël, une entreprise qui était au bord de la faillite, qui s'appelle HOT. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des les plus grands succès d'Israël dans le domaine du câble. Il vient de monter une télévision que vous pouvez voir ici en France ou en Europe, qui s'appelle i24 News, qui est en train de se développer. Et en Israël, on ne voit pas i24 News parce que cette télévision fait peur. On essaie de la bloquer. Drahi est beaucoup plus fort que ce que les gens imaginaient. Et aujourd'hui, quand Drahi est arrivé en France avec l'expérience israélienne et il rachète SFR, cette expérience il était français, suisse, né au Maroc, à Casablanca, arrivant en Israël, newcomer, il ne parle pas l'hébreu, pas un mot d'hébreu. Vous le rencontrez sur le boulevard Rothschild, il sait pas parler, il sait pas commander, etc. Vous voyez, l'un des plus grands faiseurs de l'industrie israélienne, mouvement de fond dans lequel lui aussi, comme Golan, sont en train de casser des modèles israéliens du passé, des monopoles. Et c'est là où les Français sont en train d'émerger comme une nouvelle culture de rupture en Israël. Puisque vous parlez des relations entre la France et Israël et qu'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés par les opportunités qu'on peut avoir nous étudiants, est-ce que vous pouvez en dire plus donc, sur ces relations et voilà pour un Français entre guillemets moyen qui n'est pas forcément juif, qui ne parle pas forcément hébreu, qui n'a pas forcément fait l'armée, quelle est sa situation lorsqu'il arrive en Israël? Est-ce qu'il y a des débouchés? Et si oui, est-ce que vous pouvez donner des conseils ou parler de certains organismes qui aident ces Français à s'insérer en Israël? En fait, donc il faut être concret, il ne faut pas avoir la langue de bois. Il y a une différence énorme si on est juif ou on n'est pas juif. Donc c'est clair. J'ai des anciens de l'ESCP qui sont des étudiants allemands de Berlin, ESCP Berlin, qui s'installent en Israël. Et vous avez de plus en plus de non-juifs qui s'installent en Israël et qui sont confrontés à un problème. Si vous restez plus de 6 mois, vous devez avoir un visa. Et si vous n'êtes pas juif, vous avez des grandes difficultés pour avoir le visa. Donc il y a un effet de lobbying actuellement en Israël pour casser cette différence. Parce que cette différence, certainement, si c'est porté devant la Cour suprême israélienne, c'est inadmissible. Inadmissible. Donc on est en train de casser ça, mais aujourd'hui il y a une différence entre juifs et non-juifs. Et de plus en plus de non-juifs viennent en Israël pour apprendre de l'expérience israélienne et travailler. Parce que bon... beaucoup de gens cherchent des jobs, ça fait partie de la vie, et en Israël, il n'y a pas de problème de chômage, je sais pas si je vous l'ai dit quand même, c'est un pays qui n'a pas de chômage, je veux dire, c'est extraordinaire, quelqu'un peut trouver un job très facilement. Alors si on est juif, il y a plusieurs voies, la voie la plus successful, des jeunes que je vois, ce sont des gens qui rentrent dans un programme qui s'appelle le programme Massa, dans lequel vous rentrez, vous êtes intégré directement dans une entreprise israélienne. On vous donne également des cours d'hébreu, des cours de compréhension de la culture. Si vous ne parlez pas l'hébreu, ça ne pose aucun problème. Vous devez au moins parler l'anglais et le français. Mais avant tout, un anglais, un bon anglais. Donc en parlant deux langues, anglais et français, au bout de 6 mois, vous pouvez comprendre le mode de fonctionnement israélien sans trop vous casser la tête, parce que les sociétés israéliennes aujourd'hui n'ont aucune difficulté à prendre ces jeunes. Parce qu'en fait, vous venez au nom d'un programme qui s'appelle le programme Massa, vous êtes en stage dans une entreprise et les Israéliens découvrent le concept de stage. Ça n'existait pas en Israël, ils ne savaient pas ce que c'était un stage. Ça n'existe pas, mais de plus en plus, il y a un mouvement de fond d'acceptation de gens qui sont là pour des périodes courtes ou qui sont envoyés par le programme Massa. Donc il y a 2 mots qu'il faut retenir, c'est Massa, c'est un programme assez lourd,
Et le deuxième programme, c'est le programme Gvaim. Gvaim, c'est un coup de génie. Vous êtes des jeunes, vous avez fait les classes préparatoires, vous avez un haut potentiel. En Israël, pendant longtemps, on avait un très grand problème de reconnaissance des diplômes des ingénieurs, des gens qui ont un très haut profil. Donc, dans le cadre du programme Gvaim, vous arrivez sur place, vous êtes formé pendant plusieurs semaines, vous avez un véritable programme de formation. Et on va vous former à la compréhension de l'environnement israélien, de management à l'israélienne et autres. Et à un moment donné, on va vous aider à utiliser le réseau de Gvaim pour trouver un job. Et aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes Français qui sont lancés dans l'industrie israélienne à travers Gvaim. À la tête de Gvaim, vous avez une élite de Français d'Israël, des gens qui sont chez Teva, des Français qui commencent à représenter un véritable success story, un groupe de gens qui sont très militants pour aider les Français qui viennent au pays. Et de l'autre côté, vous avez un gars qui est devenu ministre, qui s'appelle Shamir. Il s'appelle Yair Shamir. Yair Shamir a utilisé tout son réseau. Yair Shamir est le fils de Shamir, l'ancien Premier ministre. Shamir est lui-même quelqu'un du high-tech, qui a un réseau absolument personnel, absolument fabuleux, et qui a mis son réseau personnel pour le bien, et il favorise les Français. Il ne parle pas le français, et il aide les jeunes Français à s'intégrer. C'est un mouvement, c'est du nationalisme à l'israélienne, mais d'un autre côté, c'est assez impressionnant de voir des jeunes qui, en l'espace d'1 an, s'intègrent dans le pays. Avant, c'était très difficile. Arrivent à comprendre et créent un réseau. Vous avez aujourd'hui, par exemple, il y a des universités israéliennes qui ont 100 jeunes, IDC à Herzliya. Aujourd'hui, vous pouvez aller à IDC et vous obtenez des bourses, alors qu'avant, il n'y avait pas de bourse. C'est-à-dire, il y a des donations qui sont faites pour que vous puissiez arriver. Donc, il y a tout un mouvement de fond. C'est vraiment une lame de fond. Moi-même, je suis président de la Chambre de commerce depuis le début 2012. Et j'ai vu une évolution extraordinaire qui existe en Israël avec un très très grand respect des diplômes français. Et les diplômés français sont considérés comme étant d'excellente qualité parce que les gens qui sont les recruteurs petit à petit sont habitués à recruter. Les DRH commencent à connaître la terminologie française. Quelqu'un qui venait de Normal Sup en Israël, personne ne comprenait ce que c'est Normal Sup. C'est intraduisible. Intraduisible. Eh bien aujourd'hui, quelqu'un de Normal Sup, on se l'arrache en une semaine. Les gars de Polytechnique, à l'époque, on ne savait pas comment traduire Polytechnique. Il y a des gens qui croyaient que c'était le style IUT, vous voyez, avec un peu de technologie, etc. Ça n'existait pas, le concept d'ingénieur généraliste. Aujourd'hui, un polytechnicien qui arrive, en 10 jours, il trouve les meilleurs jobs avec 3 à 5 offres. Et je caricature pas puisque je les vois arriver, je les vois se proposer. Et quand ils décident, voilà, j'ai appris l'hébreu ou j'ai décidé vraiment de chercher, vous avez des offres qui arrivent très très vite. Oui, alors juste un petit mot, je conseillerais aussi Gvaim qui est une organisation très très efficace. Moi j'ai pas été confronté à la situation de non-juifs, en tout cas qui n'ont pas réussi à travailler ou à étudier en Israël. La majorité de mes amis non-juifs qui sont venus en Israël avaient déjà trouvé un stage ou un job ou un cadre d'études, et puis ils ont obtenu le visa et généralement c'était des expériences formidables. Donc voilà, contactez Gvaim, contactez tout simplement certaines personnes que vous connaîtriez en Israël ou des gens qui habitent en France et qui ont des relations en Israël. Et étant donné encore une fois qu'Israël est un pays tout petit et un pays qui bouge beaucoup, vous arriverez très rapidement à vous intégrer et à trouver le parcours qui vous convient. Je vais faire un peu de nombrilisme parce que vous avez pas mal parlé de l'ENS et de Polytechnique. Nous, on n'est pas des ingénieurs, on est des commerciaux, on est des épiciers. Est-ce qu'il y a des opportunités pour nous? Est-ce que les Israéliens n'ont juste pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà un peu ce sens commercial et qu'ils sont pour la grande partie des ingénieurs? En fait, pour être clair, Israël regorge d'ingénieurs. Mais vraiment, regorge d'ingénieurs.
le gros problème, c'est toute la conception marketing. Prenons un exemple très simple. Prenez Orange, France Télécom. Orange, France Télécom arrive en Israël. Ils créent des boîtes, etc. Les ingénieurs, ils vont les trouver. Mais la dame qui s'occupe de Orange, France Télécom, elle s'appelle Roselyne Khalifa, elle aura un mal fou pour trouver en face, de l'autre côté, un gars qui va lui parler marketing. Un gars ou une fille qui va s'exprimer dans le langage du management. Quelqu'un qui va donner une compréhension à cet univers. Deuxième élément qui est très important, un Israélien est un Israélien. Ça a l'air tellement bête, un Israélien est un Israélien. Quand vous trempez dans la culture israélienne et vous êtes un Israélien pur jus, ça veut dire à 17-18 ans, vous allez dans l'armée, vous avez 3 ans d'armée, c'est un milieu extrêmement fermé, et vous êtes avec une culture israélienne. Et la culture israélienne, dans certains cas, ne se dilue pas facilement. C'est comme vous savez, un sucre dans un Nescafé, il se dilue pas. Il se dilue pas. Et les Israéliens ont un mal fou à comprendre l'état d'esprit de l'autre côté. Ils n'arrivent pas à se mettre dans la place de l'autre côté. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. Et il y a une attitude qui est telle qu'à un moment donné, ça crée des agacements en face. Vous êtes une société israélienne, vous voulez travailler en France, on ne comprend pas les Français, parce que les Israéliens, on a eu un gars qui s'appelle Moti Cristal, qui nous a fait des simulations de négociations entre Français et Israéliens. L'Israélien est toujours pressé, in a hurry, toujours pressé, toujours pressé. Le résultat, c'est le résultat. J'ai pas le temps, laisse-moi tranquille. Il y a des gens qui sont venus ici à Paris, je peux donner même le nom, il s'appelle Adalom. Il a rendez-vous avec 7 sociétés françaises qui sont les tops de France, en sécurité. Hein. Thales, on lui met de l'or dans la main. Il pensait qu'à la fin de la journée, il allait avoir du business. Il a dit, mais attends, Thales, c'est 60 000 personnes. Attends, tu viens juste de rencontrer le gars. Tu l'as vu à un quart d'heure. Vous savez, c'est des business meetings. L'esprit, c'est immédiatement, on doit avoir un résultat. Donc, que peut porter des gens qui sont éduqués à l'école du management? D'abord, un professionnalisme, une manière de voir les choses, une introduction, une compréhension à une autre culture. Tout le monde n'a pas la capacité de comprendre comment les multinationales fonctionnent. Et les Israéliens ont un mal fou à comprendre. Alors, ils sont éduqués par Intel, Microsoft, Cisco, Google, Johnson & Johnson, qui éduquent les Israéliens comment travailler avec les multinationales. Les Français ont eu cette capacité parce que ils sont plus structurés, ils sont plus systématiques, ils sont beaucoup plus process que les Israéliens qui sont très souvent un peu touche-à-tout, qui vont très vite et qui ratent des épisodes dans la relation. Donc au contraire, les Israéliens font des efforts énormes aujourd'hui pour créer des écoles de management, des vraies écoles de management. Pendant longtemps, il y avait un monopole, c'était l'université de Tel Aviv. Ensuite, il y a eu l'université hébraïque de Jérusalem. Ensuite, il y a eu d'autres écoles, mais vous n'avez pas un nombre exceptionnel d'écoles de management en Israël qui transfèrent cette culture qui est très très importante. À présent, on va passer aux questions de la salle, si vous voulez bien. Alors, moi, je voudrais justement vous poser une question. Alors, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse justement à propos d'Israël et son économie? Une personne. Bonsoir. Ce qui m'intéresse, c'est je suis attaché à ce pays et je voulais comprendre, et j'ai assez bien compris, comment un pays qui n'a pas de ressources, qui est dans une région hyper instable politiquement, géopolitiquement, a pu se développer assez rapidement, et comment ils se sont spécialisés dans les nouvelles technologies. Alors ça, justement, c'est un peu un aspect qui m'a satisfait, donc je pose ma question sur ça. Vous avez parlé d'un amour de la science, mais cet humanisme ou cet amour de la science, il est aussi caractéristique des nations européennes. Non, attendez, en tous les cas, moi, je vais vous donner la réponse de manière brutale. Brutale.
La sécurité d'Israël dépend de la science. Réfléchissez. Vous avez la biotechnologie. Vous avez des guerres de biotechnologie. On a été obligé, à un moment donné, on a eu peur de l'Irak. Il fallait développer des systèmes contre des attaques chimiques. Donc le plus bel institut qui est top secret, vous verrez jamais, vous n'avez aucune chance de le voir parce qu'il est dissimulé à Ness Tzihona. Même sur les cartes, vous rentrez sur Google, vous mettez la ville de Ness Tzihona et vous avez 2000 personnes qui travaillent dans la biotech pour se défendre autour des guerres. Mais ces gens qui sont là, Israël sait qu'en matière de biotechnologie, de biotech, on doit être les meilleurs parce qu'en matière de défense, c'est fondamental. Ensuite, on est rentré dans la nanotechnologie. La nanotechnologie est fondamentale dans le domaine de l'armement. Ensuite, on est rentré dans l'optronique. Vous avez une liaison avec Tzahal. Ensuite, vous avez, donc à chaque fois, quand vous réfléchissez bien dans quel domaine les Israéliens sont rentrés, c'est des domaines de très haute obligation pour l'État d'Israël d'être meilleur que les autres, en robotisation et autres. Donc Israël n'est pas peace and love. Israël défend son existence face à des attaques potentielles en matière de sécurité et autres. Donc on a été obligé de développer des savoir-faire. La chance de ce pays, c'est que l'armée, Tzahal, n'a pas interdit le transfert de technologie et de savoir-faire du militaire vers le civil. Vous allez à Gaza. Gaza est là où j'habite à Ness Tzihona. Gaza est à 30 km. À Gaza, vous avez des tunnels qui existaient de transfert d'armes. Israël va développer des technologies et des savoir-faire pour repérer ces tunnels. Donc vous allez avoir des centaines et des centaines de personnes qui vont travailler sur des systèmes de repérage de bruit, de mouvements, de technologies qui vont identifier où sont ces différents tunnels. Ce savoir-faire, à un moment donné, peut être utilisé pour des repérages lorsqu'il y a des avalanches. Donc vous avez à chaque fois transfert de technologie, et en fait, l'industrie israélienne du high-tech est née de la nécessité de protéger le pays. Et c'est pour ça qu'on croit toujours d'avoir une avance en matière scientifique est un avantage fondamental pour Israël, parce qu'on doit être dans le plus profond de la connaissance pour développer des nouveaux savoir-faire qui vont être utilisés après dans le domaine du civil. C'est comme ça que l'industrie israélienne du high-tech est née. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui sont dans des start-up qui fleurissent, et loin derrière, vous avez la technologie dans le domaine de la défense. J'ai une deuxième question sur un thème un peu différent. J'en avais déjà un peu parlé avec Stéphane, mais je voudrais avoir plus de précision. Dans quelle mesure c'est un problème pour le développement économique d'Israël d'être un pays de start-up et pas un pays de géants? Pourquoi il n'y a pas de Google en Israël? Pourquoi il n'y a pas de Total en Israël? Ou alors beaucoup moins qu'ailleurs? Et est-ce que à un certain point, à une certaine date, ça ne peut pas freiner le développement économique d'Israël? Alors, juste pour revenir d'abord sur ta première question, oui, c'est d'abord une question de survie militaire, mais c'est aussi une question de survie économique. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une trentaine d'années, l'État d'Israël, qui ne vivait pratiquement que de l'agriculture, a fait un choix politique de s'orienter vers la science, la technologie, pour se tourner vers c'est des grands mots, mais se tourner vers le futur. Parce qu'encore une fois, Israël est un pays qui est très petit, qui n'a aucune ressource. Certaines ressources sont en train d'être découvertes en ce moment, mais bon, à l'époque, on n'était pas du tout au courant. Donc, c'était la seule issue. Donc, survie militaire et survie économique. Maintenant, pourquoi, en tout cas, est-ce que le fait de ne pas monter de grands groupes en Israël peut être un frein à l'économie? Alors, moi, je suis pas économiste, donc je n'ai pas tous les chiffres en main. Je pense que oui, mais je pense que pour l'instant, c'est pas vraiment notre souci. C'est-à-dire que notre problème, ou en tout cas notre objectif aujourd'hui, c'est de créer le plus de startups possible, le plus de valeur ajoutée, et d'amener aussi des capitaux et des investissements qui permettent de continuer cette création de startups. Je pense qu'au moyen et au long terme, on verra certains grands groupes émerger et se solidifier sur quelques dizaines d'années. Voilà.
je l'espère. Alors, une réponse, pourquoi Google n'est pas présent en Israël? Google est très présent en Israël. Pourquoi il n'y a pas un Google? Alors, je peux vous le dire, parce que le débat a eu lieu en Israël, au ministère des Finances, en matière de stratégie. Il y a des gens, personne ne les connaît, hein. C'est des gens qui réfléchissent sur les 20, les 30 prochaines années d'Israël. C'est un institut qui est un institut de prospective technologique qui est très puissant à Tel Aviv. Et à un moment donné, on s'est posé la question par rapport à Nokia et la Finlande. Est-ce que Israël doit être comme le Nokia Land, comme la Finlande, qui à un moment donné s'était spécialisée dans le mobile? La réponse a été non. Non, parce que si Israël est trop dépendant d'un secteur industriel, le jour où il y a une chute, tout le monde tombe. La preuve en est, c'est quand Nokia a eu d'énormes difficultés en Finlande, ça a été un cauchemar pour les Finlandais. Donc les Israéliens sont partis sur une diversité de micro-secteurs et sont partis sur une répartition géographique des risques. Pendant très longtemps, les Israéliens étaient dépendants de l'Europe et des États-Unis. Maintenant, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et en matière de clusters et de secteurs, vous avez des micro-secteurs sur lesquels les Israéliens se sont concentrés. Donc s'il venait à y avoir il y a eu à un moment donné une bulle Internet, immédiatement, la force de frappe israélienne, les jeunes, les startups vont sur d'autres domaines. Aujourd'hui, l'un des domaines qui est en vogue, qui marche très fort, on sait qu'on a découvert du gaz en Israël, et vous avez énormément de sociétés qui sont en train de réfléchir quelles sont les applications, quelles sont les propositions qui peuvent être faites pour cette nouvelle industrie. Donc il va y avoir une nouvelle industrie. Pourquoi il n'y a pas Total en Israël? Il n'y avait pas de pétrole. Total. Non, vraiment, c'est une vraie question. Total, les Israéliens se sont mis à genoux pour faire venir Total en Israël. Vraiment, se sont mis à genoux. Pourquoi? Parce que Total a besoin de technologie, a besoin de savoir-faire. C'est pas uniquement le pétrole. Aujourd'hui, c'est Total qui voudrait rentrer en Israël, mais bon, il y a déjà d'autres concurrents qui sont rentrés. C'est juste une parenthèse par rapport à Total, qui est une très grande déception entre la France et Israël. Très très grande déception. Ils pourraient faire 10 fois plus que ce qu'ils font, comme c'est le cas du groupe Bouygues, qui pourrait faire 10 fois plus que ce qu'ils font. Voilà, mais votre question fondamentale, c'est pourquoi il n'y a pas de très grands groupes industriels israéliens? C'est qu'on ne veut pas prendre un risque majeur. Le jour où cette industrie descend, le jour où cette industrie devient obsolescente, le jour où il y a des problèmes trop importants. On préfère cette diversité et plus adaptative, c'est la culture israélienne. Bonjour, moi j'ai une question pour Stéphane. J'aurais aimé savoir où en était le développement de votre start-up et c'est quoi votre rôle au sein de cette start-up. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Où en était le développement de la start-up dans laquelle De notre vous travaillez? start-up, il y avait et votre rôle dedans, votre métier. D'accord. Alors, on en est au tout début. Donc, la société a été créée l'année dernière, en février 2013, en Israël. On est une dizaine de personnes, donc la majorité des développeurs, bien évidemment. On a quelques projets en Israël et aux USA. Et au niveau développement européen, on en est au tout début, puisque j'ai intégré la société, je connais la société depuis assez longtemps, j'ai intégré la société il y a à peu près 2 mois. Et donc voilà, notre stratégie, elle est de vendre en direct, donc on prospecte des revendeurs, des intégrateurs, des distributeurs à valeur ajoutée, qui sont en train de monter des démos, d'intégrer notre solution à leur offre, dans l'espoir de vendre et d'avoir des projets assez rapidement. Et mon rôle au sein de la société, c'est développement commercial Europe. Stéphane, tu peux juste développer un peu plus le concept de Yadwire, comment ça fonctionne D'accord, alors je vais vous l'expliquer, n'hésitez pas à me poser des questions parce que généralement on ne comprend pas au premier jet. Donc nous ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'injection de contenu par Wi-Fi. L'objectif, c'est de garder un lien avec l'utilisateur quand il va se connecter au Wi-Fi à l'université, dans un hôtel, dans un stade, etc. Comment on fait ça? Quand vous allez vous connecter à un Wi-Fi public, donc un Wi-Fi ou un hotspot gratuit, quand vous allez surfer sur Internet, sur votre navigateur, Google Chrome, Safari, etc., vous aurez une petite bannière où ce qui est supposé être notre client, donc le gérant de l'hôtel ou l'université, le stade, va pouvoir faire passer de l'information pendant tout le temps où vous surfez sur Internet. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle le secteur des services hotspot ou des services Wi-Fi.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le marché a une forte demande de ce type de service, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pratiquement aucune société qui offre des solutions dans ce domaine. Et la seule solution qui existe aujourd'hui, c'est quand vous allez vous connecter à un Wi-Fi public, vous allez avoir une page d'authentification, le portail captif, je ne sais pas si ça vous parle, par exemple au McDo. Vous allez McDo va pouvoir mettre en avant sa marque, faire passer éventuellement de la publicité. Du moment que vous avez passé cette page d'authentification, vous êtes libre d'utiliser Internet. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire, par exemple à McDo, vos utilisateurs Wi-Fi ont passé cette page d'authentification. Pendant qu'ils vont surfer sur Internet, vous pourrez toujours leur faire passer, alors de manière plus ou moins discrète, plus ou moins intrusive, vous pourrez toujours leur faire passer, que ce soit de l'information ou de la publicité. Ça a l'air assez simple, mais c'est en fait un service qui est très très demandé, parce qu'aujourd'hui l'infrastructure Wi-Fi coûte cher, et ce type de service permet d'avoir un retour sur investissement sur l'infrastructure Wi-Fi. Est-ce que c'était assez clair, d'abord? Excusez-moi, bonjour. Je voulais revenir un peu sur la question qu'on évoquait tout à l'heure d'Israël comme pays de start-up, et en même temps sur la question des grands groupes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interloqué dans la vidéo de présentation de l'événement, qui était qu'en fait on présentait Israël comme un pays start-up, en fait, comme un pays qui a été fondé comme une start-up, avec beaucoup de risques, etc. Et du coup, c'est naturel, du coup, on pourrait se dire que ce soit un pays qui soit du coup peuplé économiquement de start-up. Mais est-ce que du coup, c'est pas un pays qui a vocation à mûrir, et peut-être est-ce que c'est pas un pays qui a vocation à devenir un pays de grands groupes? Donc tout à l'heure, on a dit oui, ce serait dangereux de se spécialiser dans un secteur comme la Finlande, etc. Mais ce serait pas impensable de se dire qu'il y aurait une grande multitude de grands groupes, comme il pourrait y avoir une grande multitude de start-up aujourd'hui. Écoutez, il y a une spécialisation en Israël, okay, c'est la sécurité et défense. C'est pas une entreprise, j'appellerais Israel Incorporated. Quand vous prenez le groupe Elbit, vous radditionnez le groupe Rafael et vous radditionnez le groupe IAI, vous avez un groupe qui est 70 000 personnes facilement, 70 000 à 100 000 personnes. Pour l'État d'Israël, c'est beaucoup. Donc vous avez vraiment une spécialisation. Mais les Israéliens ne préfèrent pas intégrer tout, ils auraient pu le faire. Ils préfèrent avoir Elbit qui est en bataille permanente avec IAI, qui est en bataille permanente avec le groupe Rafael. Ça donne une plus grande diversité, une plus grande adaptation ça donne une plus grande adaptation au marché mondial. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le modèle israélien s'est bâti au fur et à mesure. Le mot Startup Nation, c'est un mot qui était dans l'air. Tout pays aujourd'hui qui veut vendre sa salade, qui veut dire, qui veut attirer des investissements, essaie de se construire un branding. Les Israéliens ont construit un branding de Startup Nation. Et aujourd'hui, Israël ne se vend pas aux Européens, c'est pas la priorité. C'est pas du tout la priorité aux Américains, puisque c'est déjà fait. La priorité, c'est les Chinois. Actuellement, vous avez des missions de Chinois en Israël, les plus grosses fortunes arrivent, investissent, rachètent des boîtes, et vous avez une progression d'une année sur l'autre, de 2012 à 2013, il y a une progression du courant d'échange de plus 30% entre la Chine et Israël. Plus 30%. Et les Chinois ils ont déjà acheté l'une des plus grosses sociétés israéliennes qui s'appelle Marteshim, et ils sont en voie d'acheter d'autres sociétés. Par exemple, quand vous prenez votre lait en Israël, la société qui est un quasi-monopole s'appelle Tnuva. Tnuva est en train d'être achetée par des capitaux chinois. Et donc, Israël essaie de limiter les risques. Et comme nous avons de toute manière un programme récurrent de défense, d'image, d'attaque, etc., les Israéliens vont au plus facile. Et ils vont dans des pays dans lesquels travailler avec la Chine, comme les Français. Vous avez vu que la France a signé des accords énormes il y a quelques jours. Les Français, comme tout le monde, essaient d'attirer les Chinois. Les Israéliens semblent réussir de manière assez impressionnante. C'est peu connu ici en France, mais en Israël, c'est devenu un trend fondamental. Bonsoir.
Merci beaucoup pour tous ces points. C'est assez intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut faire des parallèles entre Israël et la France. J'ai une question assez spécifique qui est sur le cluster que vous avez évoqué tout à l'heure, qui sortait un petit peu de nulle part et qu'on allait placer au beau milieu d'un désert. On se trouve sur le plateau de Saclay, qui est lui aussi, avec certaines comparaisons un peu au milieu de nulle part quand on voit l'étendue des champs. Mais c'est aussi un très beau cluster qui est en train d'être créé avec 19 partenaires, dont HEC fait partie. Je voulais avoir votre avis sur comment accélérer cet écosystème et quels sont les grands apprentissages qu'on peut tirer quand on crée un cluster de nulle part. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter le plateau de Saclay il y a quelques mois. Pour moi, il y a une chose de fondamentale, c'est que les chercheurs en France, qu'on parle de recherche fondamentale ou recherche plus orientée IT et informatique, n'ont pas du tout ni l'esprit ni la culture entrepreneuriale. Alors, en Israël, les chercheurs restent aussi la majorité de leur temps dans leur laboratoire, mais c'est vrai que le mouvement du pays, la culture même des universités israéliennes font que un chercheur va accepter, va voir comme positif des partenariats avec l'industrie, faire partie d'une start-up, aider une start-up ou monter sa propre start-up. C'est quelque chose qui est beaucoup plus marqué en Israël et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu plus inculquer en France, même si évidemment ça peut prendre du temps. D'accord, donc là vous êtes en train de parler plus de tout ce qui est transfert de technologie à des choses assez opérationnelles. Oui, exactement. Oui, par rapport au cluster, si on fait une approche comparative avec Israël, d'abord c'était un comportement différent. On a très peu, ça fait partie de l'avantage comparatif du pays. Hein. C'est pas que moi qui le dis, beaucoup de chercheurs l'ont constaté. C'est le transfert de technologie de manière naturelle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc les dialogues sont beaucoup plus faciles. J'étais invité récemment à l'UNESCO. Et j'étais interrompu dans ma présentation à l'UNESCO, il y avait 1200 personnes, et j'étais en train d'expliquer ce qui faisait l'essence d'Israël, la capacité numéro 1 d'Israël. Et le journaliste s'est énervé dans le débat, parce que j'ai dit que en Israël, vous avez des prix Nobel qui ont leur start-up. C'est pas courant. Est-ce que vous avez des prix Nobel en France qui créent leur start-up, pas une, plusieurs? Et personne ne leur en veut de gagner de l'argent et d'être richissime pour certains d'entre eux. Pourquoi? Parce que en France, vous avez des grosses difficultés quand vous êtes dans le monde académique de rentrer dans l'industrie. On ne comprend pas, c'est pas dans l'esprit. Il y a eu des efforts, il y a eu des évolutions, il y a eu des avancées, mais c'est pas naturel. Alors qu'en Israël, personne ne se pose la question. L'homme le plus riche d'Israël parmi les scientifiques, c'est un gars qui vit à l'Institut Weizmann, qui s'appelle le professeur Revel, qui est parti dans les années 70-80 en Israël, qui a développé un brevet, et sur sa recherche, aujourd'hui, uniquement sur les royalties, il est devenu richissime. Et il va tous les jours au laboratoire faire ses recherches et autres. Cette culture dans laquelle on n'a aucune gêne face à la réussite de l'argent, face à la réussite industrielle et autres, n'est pas aussi ancrée ici dans ce pays. Et les liaisons entre les différentes entités sont beaucoup plus difficiles en France qu'en Israël. Ici, on a un problème de silo mentality, c'est-à-dire une mentalité dans laquelle moi je suis chez moi, je suis bien tranquille, j'ai envie de collaborer, mais ne me rentre pas trop dans mon champ d'expertise. Et la coopération n'est pas aussi naturelle. C'est pas parce que vous installez des gens les uns à côté des autres que les gens vont coopérer. Et vous posez la question vous-même, vous êtes dans le groupe ici à HEC, vous vivez dans ce campus, posez-vous la question et vous le chiffrez, vous mettez un chiffre, combien de gens je connais dans tel institut qui est dans le plateau, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas autant d'associations, il n'y a pas autant de coopération. Combien de gens connaissez-vous? Et ça, c'est fondamental. C'est les réseaux sociaux, la mise en relation, l'échange, la synergie entre les parties. Et malheureusement, c'est un problème qui est typiquement français. Je ne sais pas si vous connaissez le mot serendipity, la sérendipité. C'est la découverte par hasard d'un nouveau domaine. C'est le fameux
vous savez, post-it de 3e. Donc par hasard, vous avez à un moment donné, on fait la liaison entre deux choses qui n'existaient pas. Et le hasard heureux accompagné. Et ce hasard heureux accompagné, vous le trouvez dans les clusters. Les gens inventent des choses parce qu'ils sont en contact avec des gens différents. Et ça crée de la valeur ajoutée. Et cet état d'esprit, souvent, et moi je l'ai vu, je ne parle pas d'ici parce que je ne connais pas très bien, mais j'ai vu dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, n'est pas aussi porté en avant, cette coopération et autres. Il faut avoir la volonté d'aller vers l'autre, d'échanger et d'avoir une certaine modestie en matière d'échange. C'est très difficile à construire. On va prendre une dernière question et puis après on pourra poursuivre les questions au cocktail à la fin de la conférence. Bonsoir, vous avez pénétré donc depuis assez longtemps les secrets de la culture des startups en Israël. Qu'est-ce qu'on peut retirer et pour la France et quel regard vous portez sur les efforts, les discours, les intentions, les déclarations politiques qui sont faites pour justement donner à la France un rang, le rang qu'elle n'a plus dans le domaine de l'innovation. Et je rebondirai aussi sur ce que vous disiez, c'est que vous parliez du statut du regard qu'on porte sur l'informatique en Israël. Il y a quelques années, quand on disait pour certains je vais étudier l'informatique, c'était quelque chose de dévalorisé. Alors qu'en Israël, ça a quelque chose de très noble. Enfin, ça a toujours été très noble. Donc, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui à poser pour que d'ici 10, 20, 30 ans, la France puisse écrire un chapitre à son tour? Alors, d'abord, je ne pense pas que la France doit copier son modèle sur le modèle israélien, même s'il s'agit des secteurs. C'est-à-dire que les Israéliens sont très implantés sur tout ce qui est informatique, IT, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est ingénieur en Israël, quand on fait les plus grandes écoles, donc le Technion, l'Université Tel Aviv, etc., qui correspondent à Supélec et des grandes écoles d'ingénieurs en France, on est un ingénieur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le Technion, j'ai fait la faculté, donc j'ai étudié dans la faculté d'électronique, j'avais encore cette mentalité française où je me suis dit, je fais une très bonne école, donc après, je vais aller faire du conseil ou du management ou je sais pas quoi. Il y a non, tu vas développer du code. Ça, je pense qu'en France, ça n'existe pas. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il faille inculquer cette culture et cette façon de voir l'ingénieur, parce que les ingénieurs israéliens, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Par contre, en effet, en tout ce qui est management, développement commercial, ils sont nuls. Ils savent pas faire. Ils savent pas faire le relationnel. Ils savent très bien faire entre eux. Moi, ce que je pense, c'est que l'innovation, oui, il faut l'accélérer, la pousser. Je pense que, alors moi, je suis pas du tout négatif sur le destin de la France ou d'innovation en France. Je pense juste qu'il faut passer à l'action un petit peu plus rapidement, parce qu'en France on parle beaucoup, on débat beaucoup, c'est très bien. À un moment, il faut passer à l'action, quitte à pas réussir à 100% tout de suite. Et je pense qu'il faut que la France se concentre aussi, entre autres, enfin, soit ouverte, mais se concentre sur ces domaines, je dirais, de prédilection. La France est quand même encore un pays reconnu sur la recherche fondamentale dans le secteur de l'aéronautique, donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et pas forcément copier totalement le modèle israélien, le modèle américain. Alors, moi, ma réponse, elle est très concrète. Hier soir, Laurent Fabius était à la Chambre de commerce France-Israël, un discours semi-improvisé, qui allait un peu de tous les côtés, mais à la fin, c'était simple. Laurent Fabius, aujourd'hui, s'occupe du commerce extérieur. Fleur Pellerin a été nommée au commerce extérieur récemment, en tous les cas, il y a quelques heures. Et ce que j'ai découvert dans la nouvelle mentalité française, qui est un véritable bonheur, c'est pour ça que je suis très fier d'être français. En Israël, je porte l'étendard français. On a 125 adhérents à la Chambre de commerce et Israël-France. Et quand les Français arrivent là-bas, ils disent: qu'est-ce que vous avez de meilleur à nous offrir? Et quand François Hollande est arrivé, on lui a organisé un mini-salon, comme ça a été le cas pour Barack Obama, et il s'est baladé pendant un moment
sur plusieurs startups israéliennes dans lesquelles il y avait une composante française. Pourquoi je raconte ça? C'est très simple. Il me semble qu'il y a un basculement de mentalité. Fleur Pellerin va là-bas sur place et elle dit quelles sont les bonnes idées que je peux prendre. Manuel Valls également, le même état d'esprit. Hollande, ça a été la même chose. Les prédécesseurs, petit à petit, se sont tous mis à dire qu'est-ce qu'on peut apporter en France qui valent vraiment la peine. Et vous avez un homme qui a tout compris, c'est Xavier Niel, qui, lui, de son côté, depuis très longtemps, a fait tomber ce syndrome français qui est le not invented here. Ce syndrome qui dit ce qui n'est pas inventé par la France, ce qui n'est pas une méthode française, ça ne vaut pas un clou. Aujourd'hui, et c'est l'une des chances sur lesquelles la France est en train de basculer, ce que les Israéliens font naturellement en se disant que font les autres, on essaie de faire mieux. Les Français essaient d'absorber des nouvelles savoir-faire, des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies pour les intégrer et également un nouvel état d'esprit. Et c'est pour ça qu'en fait, d'après moi, les Israéliens qui viennent ici en France ou les coopérations binationales vont beaucoup plus loin que les chiffres qui ne sont pas extraordinaires entre les deux pays, mais qui sont beaucoup plus des échanges d'expériences à très forte valeur ajoutée. Pour conclure la conférence, Jonathan Uzorovici, président de HEC Israël, va vous dire un petit mot. Bonsoir à tous. Je vais conclure par les remerciements. Donc évidemment, merci beaucoup à Stéphane Comte et Daniel Rouage d'être venus ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir évidemment. Merci également à tous les premières années et deuxième année d'HEC Israël qui ont été très investis cette année, qui n'est pas finie. Et en particulier ce soir à Ephraim et Manu qui ont organisé cette conférence de A à Z. Donc voilà. Et juste pour conclure sur HEC Israël, donc comme vous le savez, je pense à peu près tous, donc on est l'association sur HEC qui promet la culture israélienne. Et je pense que une des missions, c'est de partager un peu cette culture et cette mentalité. Ce soir, comme l'a dit Stéphane Comte à un moment dans la conférence, on a partagé le fait que l'entrepreneuriat faisait partie de la mentalité des Israéliens, et c'est peut-être un des aspects qui nous manque en France. Et donc c'était important de partager ça avec vous. Et on aura d'autres événements qui vous permettront de partager d'autres choses sur la culture israélienne. Donc la soirée Falafel qui va arriver bientôt, qui est un autre aspect. Très typique. Voilà, très typique. On va également projeter normalement les 2 premiers épisodes de Khatoufim, donc qui est une série israélienne qui a inspiré Homeland, que vous connaissez. Et il y a sûrement une humoriste aussi qui va venir donc avant le voyage, donc notre voyage qui se déroulera du 1er mai au 8 mai. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion cette année de partir avec HEC au voyage, j'espère que vous aurez l'occasion dans votre vie ou prochainement de venir en Israël et de découvrir les gens qui y sont et cette mentalité, c'est-à-dire d'entreprendre. Voilà, merci beaucoup. On est passé au buffet. Je vous invite tous à aller à l'apéritif à côté. J'en profite juste pour glisser un mot sur le Startup Weekend HEC Paris qui aura lieu du 2 au 4 mai. Il y a Ariel ici en chemise rayée pour les intéressés, vous pouvez venir le voir. Voilà, je vous encourage si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, tout ça. Et un dernier petit mot, j'espère qu'il y a Wire va recruter, je pense, dans les mois à venir, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Merci. Quand vous avez parlé d'intégrateur, c'est l'intégrateur web pour les mettre en place. Intégrateur réseau.